Chapitre 9. Madame Rachel Lynde est tout à fait scandalisée. Anne habitait Green Gables depuis 15 jours lorsque Madame Rachel Lynde entreprit une visite d'inspection. Madame Rachel, soyons honnêtes, n'était pas à blâmer pour ce retard. Une grippe particulièrement violente et inattendue s'était abattue sur elle, confinant cette bonne créature entre ses quatre murs depuis la dernière fois où elle s'était rendue à Green Gables. Madame Rachel n'était pas souvent malade, et son mépris pour les gens qui l'étaient se manifestait sans ambiguïté. Mais la grippe, déclara-t-elle, ne ressemblait à aucune de ces maladies terrestres. On ne pouvait y entreapercevoir l'une de ces rares interventions de la Providence. Dès que son médecin lui eut permis de remettre le pied dehors, elle se précipita à Green Gables, dévorée par la curiosité, pour mieux relooker cette orpheline qu'avaient adoptée Matthew et Marilla, et à propos de laquelle couraient à Avonlea tant de bruits et de rumeurs diverses. Anne, pour sa part, avait bien profité des journées de ces 2 semaines. Elle connaissait déjà tous les arbres et tous les buissons de l'endroit. Elle avait découvert qu'en bas de la pommeraie, un sentier s'ouvrait, se frayant un chemin dans la ceinture boisée environnante. Elle en avait déjà exploré l'extrémité la plus lointaine, avait zigzagué dans tous les coins et recoins. Ruisseaux, ponts, sapinières touffues et arceaux de cerisiers sauvages, sous-bois débordant de fougères, croisements d'érables et de sorbiers. Elle s'était liée d'amitié avec la source qui prenait naissance dans le vallon, merveilleusement profonde, la source sertie de grédins rouges très doux, était bordée de grandes touffes de fougères qui retombaient en larges palmes. Un pont fait de billes de bois enjambait le ruisseau. Les pas de danse qu'esquissait Anne sur le pont la menaient encore un peu plus loin, jusqu'à une colline boisée, où régnait, sous les conifères touffus et droits, un clair-obscur perpétuel. Les seules fleurs qu'on y trouva étaient ces délicieuses cloches de juin, mignonnes, parues de bois timides et douces. Elles y croissaient à foison, accompagnées de quelques dames d'onzeur, d'une pâleur aérienne, réminiscence fantomatique des fleurs de l'année précédente. Des fils de la Vierge luisaient comme des traînées d'argent entre les arbres, et les branches de sapin et les glands donnaient l'impression de vous parler une langue amicale. Toutes ces expéditions enchanteresses avaient lieu durant les quelques demi-heures qu'on accordait à Anne pour jouer, et celle-ci, au retour, assourdissait Matthew et Marilla de récits éclatants de ses découvertes. Matthew, il faut bien le dire, ne s'en plaignait pas. Il écoutait tout, un sourire de plaisir illuminant son visage muet. Marilla, quant à elle, autorisait ses babilages jusqu'au moment où elle s'apercevait qu'elle y prenait elle-même trop d'intérêt. Alors, elle interrompait rapidement Anne en lui donnant sèchement l'ordre de tenir sa langue. Anne était dans le verger lorsque Madame Rachel arriva. Elle se promenait, flânant à sa guise dans l'herbe épaisse et luxuriante, illuminée par les rayons rougeoyants du soleil couchant. Notre brave dame eut donc le loisir de décrire à Marilla par le menu chacun de ces symptômes de sa maladie, mettant un entrain si évident dans le récit de ses douleurs et de ses battements de pouls que son interlocutrice fut persuadée que même la grippe devait avoir ses bons côtés. Lorsqu'elle eut épuisé le sujet, Madame Rachel en vint à la véritable raison de sa visite. « J'ai entendu raconter d'étranges choses à propos de vous et de Matthew. Je présume que vous n'êtes guère plus surprise que moi, dit Marilla. J'en reviens à peine moi-même. Quel dommage que cette erreur se soit produite, compatit Madame Rachel. Et vous n'auriez pas pu la renvoyer ? Je pense que nous aurions pu, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Matthew avait pris la petite en amitié, et je dois dire que je l'aime bien, quoique je lui reconnaisse des défauts. La maison a déjà une allure différente. C'est une petite créature fort intelligente. Marilla, lisant sur le visage de Madame Rachel une désapprobation évidente, avait spontanément surenchéri, se risquant même à dépasser sa pensée. « C'est là une lourde responsabilité dont vous vous êtes chargée, fit Madame Rachel d'une voix moreuse. Étant donné que vous n'avez pas la moindre expérience des enfants, vous ne savez rien d'elle ni des tendances qu'elle peut avoir, je présume, et on ne peut guère prévoir comment une telle enfant va tourner. Mais je ne veux pas vous en décourager, soyez-en persuadée, Marilla. » « Je ne suis pas du tout découragée, » fut la réponse fort sèche de Marilla. « Quand je prends une décision, c'est pour de bon. Je suppose que vous aimeriez faire la connaissance d'Anne. Je vais l'appeler. » Anne arriva aussitôt en courant, les yeux brillants de tout le plaisir glané au fil de sa promenade dans le verger. Mais, décontenancée de se trouver abruptement en présence d'une étrangère, elle s'arrêta, hésitante, près de la porte.
C'était sans nul doute une petite à l'allure curieuse. Dans sa robe de tiretaine, courte et trop étroite, rescapée de l'orphelinat, qui conférait à ses jambes maigres et nues une longueur démesurée. Ses taches de rousseur étaient encore plus nombreuses et évidentes. Elle ne portait pas de chapeau et le vent avait décoiffé ses cheveux, les laissant dans un stupéfiant désordre où ils apparaissaient plus roux que jamais. « Eh bien, ce n'est sûrement pas pour votre apparence qu'on vous a choisi, c'est sûr et certain. » commenta pensamment Madame Rachel, qui, personne charmante et populaire au demeurant, se faisait un devoir de toujours dire ce qu'elle pensait sans crainte ni subtilité. « Elle est très maigre et très ordinaire, Marilla. Venez donc ici, mon enfant, laissez-moi vous regarder. Tout Jésus, a-t-on jamais vu pareille tache de rousseur? Et elle a des cheveux couleur carotte. Venez ici, mon enfant, allons, venez. » Anne s'approcha, mais pas tout à fait comme s'y attendait Madame Rachel. D'un seul bond, elle avait traversé la cuisine, et la voilà qui se dressait devant Madame Rachel, le visage cramoisi, les lèvres tremblantes de colère, toute sa petite silhouette grêle emportée par un courroux dévastateur. « Je vous déteste !» s'écria-t-elle, la voix coupée par l'émotion trépignant sur place. « Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste !» Chaque déclaration de rage haineuse s'accompagnant d'un coup de talon supplémentaire sur le plancher. « De quel droit dites-vous que je suis maigre et laide? De quel droit parlez-vous de mes cheveux roux et de mes taches de rousseur? Vous êtes une bonne femme mal élevée, grossière, insensible. »« Anne !» s'écria Marilla consternée. Mais Anne, sans sourciller, continuait à faire face à Madame Rachel, la tête bien droite, les yeux étincelants, les poings serrés, tendus par une indignation passionnée qui roulait autour d'elle comme des éclats d'un orage. « De quel droit pouvez-vous dire des choses pareilles sur moi ?» répéta-t-elle avec véhémence. « Vous aimeriez, vous, que l'on dise des choses pareilles sur vous? Vous aimeriez qu'on vous lance que vous êtes une grosse, bonne femme maladroite, sans doute dépourvue de la moindre lueur d'imagination? Je me moque bien de vous vexer en disant cela. Je veux que vous soyez vexée. Vous m'avez bien vexée, moi, beaucoup plus que personne ne l'avait fait auparavant. Même l'ivrogne mari de Madame Thomas ne s'en est jamais pris à moi de cette façon. Et je ne vous pardonnerai jamais. Vous m'entendez? Jamais, jamais !» Et paf, et vlan, coup de talon. « A-t-on jamais vu un pareil caractère ?» s'exclama, horrifiée, Madame Rachel. « Anne, montez dans votre chambre et n'en bougez pas jusqu'à ce que je vienne, » émit Marilla, retrouvant péniblement l'usage de la parole. Anne, fondant en larmes, se précipita jusqu'à la porte du couloir. La claqua derrière elle avec une force telle que les pots d'étain accrochés au mur de la véranda se mirent à s'entrechoquer bruyamment par solidarité. Comme un tourbillon, elle traversa le couloir et grimpa l'escalier. Au-dessus, le claquement atténué d'une porte fit comprendre que la porte du pignon avait été refermée avec la même violence. « Eh bien, Marilla, je ne vous envie guère d'avoir à élever cela !» laissa tomber, d'un ton très hautain, Madame Rachel. Marilla ouvrit la bouche pour signifier qu'elle ne savait pas trop comment s'excuser ou rattraper ce qui avait été dit, mais les paroles qu'elle lâcha ne cessèrent plus de l'étonner par la suite. « Vous n'auriez pas dû passer des remarques sur son apparence, Rachel. »« Marilla Culbert, est-ce que vous voulez dire que vous prenez sa défense après la scène outrée, exécrable à laquelle nous venons d'assister ?» s'enquit, indignée, Madame Rachel. « Non, » fit lentement Marilla. « Je n'essaie nullement d'excuser son comportement. Elle a été particulièrement déplaisante, et je ne mâcherai pas mes mots envers elle. Mais il faut quand même tenir compte des circonstances en sa faveur. On ne lui a jamais appris les bonnes manières, et vous avez été réellement dur avec elle, Rachel. » Marilla ne put s'empêcher d'ajouter cette dernière phrase, quoique, une fois encore, elle en fut passablement étonnée elle-même. Madame Rachel, de toute évidence offensée dans sa dignité, se leva. « Eh bien, je vois que je devrais désormais prêter attention à ce que je dirai, Marilla, puisque la sensibilité des orphelins importés de Dieu ne sait où passe avant toute autre considération. Oh non, je ne suis pas blessée, ne vous en faites pas. Je suis bien trop désolée à votre sujet pour m'occuper de ma propre colère. Vous avez suffisamment de problèmes avec cet enfant, mais si vous écoutez mes conseils, et je présume que vous ne le ferez pas, même si j'ai élevé 10 enfants et si j'en ai enterré 2, vous ne mâcherez pas vos mots, comme vous dites, en utilisant une verge de bouleau de bonne taille. Je crois, sans hésiter, que c'est ce langage-là que cette sorte d'enfant comprendra le mieux. Son caractère est à l'image de ses cheveux, je présume.
Eh bien, Marilla, bonsoir donc. J'espère que vous viendrez me voir aussi souvent que d'habitude. Mais ne vous attendez pas à me voir vous rendre visite ici de sitôt, tant que je risquerai de me faire agresser et insulter de cette façon. Pour moi, il s'agit d'une expérience tout à fait inusitée. Sur ce, Madame Rachel sortit prestement, d'un air majestueux, si tant est qu'une femme forte, à la démarche dandinante, puisse sortir d'un air majestueux. Et Marilla, la mine solennelle, se dirigea vers le pignon est. Tout en y montant, elle essaya de réfléchir à la conduite à tenir. Ce n'était pas facile. Elle ne pouvait nier le degré de consternation dans laquelle la scène qui venait de se produire l'avait plongée. Quel malheur qu'Anne eût choisi, de toutes les personnes possibles, Madame Rachel Lynde comme cible des soubresauts de son caractère. Et puis, chemin faisant, Marilla, mal à l'aise, prit conscience qu'elle déplorait davantage l'humiliation qui avait été sienne devant cette femme-là que la conduite d'Anne, pourtant navrante et déplorante, et dont elle aurait dû s'inquiéter au plus haut point. Et comment sévir? La possibilité d'utiliser la verge de bouleau, dont tous les enfants de Madame Rachel pouvaient témoigner, encore marqués vivement par l'acuité d'une telle expérience, ne plaisait guère à Marilla. Elle ne se croyait pas capable de fouetter un enfant. Non, il lui faudrait trouver un autre type de punition pour faire comprendre à Anne l'énormité de son acte. Marilla découvrit Anne allongée sur son lit, secouée de sanglots, ses bottes laissant sur le dessus de lit des traces boueuses qui ne la préoccupaient guère. « Anne !» fit Marilla non sans douceur. Pas de réponse. « Anne !» d'un ton cette fois-ci plus sévère. « Levez-vous immédiatement et écoutez ce que j'ai à vous dire. » Anne se tortilla hors du lit et s'installa, toute raide, sur une chaise à côté. Son visage était bouffi, les larmes y avaient laissé de longues traînées, et elle fixait obstinément le plancher. « En voilà une manière de vous comporter. Vous n'avez pas honte ?» Elle n'avait pas le droit de me dire que j'étais laide et rousse, répliqua Anne, méfiante, le regard fuyant. Vous n'aviez aucun droit, vous, de vous mettre dans une telle colère et de lui parler de la façon dont vous l'avez fait, Anne. J'ai eu honte de vous. J'ai vraiment eu honte. Je voulais que vous vous comportiez correctement en présence de Madame Lynde. Et, au lieu de cela, voilà que vous m'avez fait honte. Je dois dire que je ne comprends pas pourquoi vous avez perdu votre sang-froid à ce point. Uniquement parce que Madame Rachel vous a dit que vous étiez une petite rousse bien ordinaire. Vous le répétez vous-même bien assez souvent. Oh oui, mais il y a une énorme différence entre le fait de dire quelque chose soi-même et celui de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, plaida Anne. Même si on est conscient de la réalité d'une chose, cela n'empêche pas que l'on puisse souhaiter que les autres ne la voient pas. Vous pensez, j'en suis sûre, que j'ai très mauvais caractère, mais tout cela était plus fort que moi. Lorsqu'elle m'a dit ces méchancetés, quelque chose en moi s'est révolté d'un seul coup et m'a presque étouffée. Je devais lui bondir dessus. Bon, eh bien, vous vous êtes parfaitement donné en spectacle, je dois t'avouer. Madame Lynde aura une belle histoire à raconter partout à votre sujet. Et elle ne manquera pas de le faire, croyez-moi. C'est une chose terrible que de se laisser aller comme cela, Anne. Essayez donc d'imaginer comment vous réagiriez si quelqu'un vous lançait en pleine face que vous êtes maigre et laide, continua de plaider Anne au bord des larmes. Soudain, un vieux souvenir ressurgit de l'esprit de Marilla. Elle était encore petite fille lorsqu'elle avait entendu l'une de ses tantes confier à une autre. Quel dommage que cette petite soit si brune et si quelconque. Il avait fallu 50 bonnes années pour que Marilla pût évoquer ce souvenir sans en éprouver une douleur cuisante. Je ne veux pas dire que je donne raison à Madame Lynde de vous avoir dit ce qu'elle vous a dit, Anne, admit-elle d'une voix plus douce. Rachel dit trop facilement ce qu'elle pense. Mais cela n'excuse pas votre conduite. C'était une étrangère, une personne plus âgée, et mon invité, de surcroît. 3 bonnes raisons pour lesquelles vous auriez dû lui témoigner un certain respect. Vous avez été grossière et effrontée, et... Marilla eut soudain l'idée lumineuse d'une punition. Vous irez la voir pour lui dire à quel point vous regrettez votre accès de mauvaise humeur, et vous lui demanderez de bien vouloir vous pardonner. Je ne pourrai jamais faire cela, dit Anne, maussade et déterminée. Vous pouvez m'enfermer dans un cachot sombre et humide rempli de serpents et de crapauds, et ne me nourrir que de pain sec et d'eau, je ne me plaindrai pas, mais je ne pourrai pas demander à Madame Lynde de bien vouloir me pardonner. Nous n'avons pas coutume d'enfermer les gens dans des cachots sombres et humides, dit Marilla sèchement.
Surtout que ceux-ci se font passablement rares à Avonlea. Mais vous devez présenter des excuses à Madame Lind, et vous resterez enfermé dans votre chambre jusqu'à ce que vous ayez consenti à le faire. Dans ce cas, je devrais rester ici éternellement, dit Anne d'un air lugubre. Car il m'est impossible de dire à Madame Lind que je regrette mes paroles. Comment le pourrais-je? Je ne les regrette pas. Je regrette seulement de vous avoir humilié, vous. Mais elle, je suis fière de lui avoir parlé comme je l'ai fait. Ça a été, pour moi, une profonde satisfaction. Je ne peux pas dire que je regrette si ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? Je ne peux même pas imaginer que je pourrais regretter. Peut-être que votre imagination fonctionnera mieux demain matin, dit Marilla, se levant pour prendre congé. Vous avez toute la nuit pour vous porter conseil, vous permettre de réfléchir à votre conduite et vous mettre dans un meilleur état d'esprit. Vous avez dit que vous tâcheriez d'être une brave petite fille si nous vous gardions à Green Gables, mais je dois dire que, ce soir, cela n'a guère semblé le cas. Ayant décoché cette flèche empoisonnée dans le cœur d'Anne, Marilla descendit à la cuisine, l'esprit profondément troublé, l'âme meurtrie. Elle était fâchée contre elle-même tout autant que contre Anne, car, à chaque fois qu'elle se remémorait l'ahurissement évident de Madame Rachel, ses lèvres se plissaient furtivement de plaisir, et elle éprouvait une très répréhensible envie de rire.